Le 12 octobre, Change ASBL a organisé une conférence inspirante sur l'engagement des jeunes pour la construction de la paix. Des invités pertinents ont partagé leurs idées et proposé des solutions pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont discuté de l'importance de la jeunesse dans le processus de paix, du rôle des institutions et des actions concrètes à mener. Une journée riche en échanges, en idées et en engagement pour un avenir meilleur. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie évidemment Change et je remercie Dido et toute l'équipe, Dido Lakama, pour cette initiative, pour cette invitation. Je vais aller droit dans le sujet parce que je pense que c'est important qu'on puisse effectivement après laisser beaucoup de place aussi aux échanges. Soyons clairs, ce qui a déclenché le massacre, les génocides des Tutsis, des Hutus et des Twa en 1994, c'est l'abattage de l'avion dans lequel se trouvaient entre autres les présidents rwandais de l'époque, le président Juvenal Habyarimana, et le président burundais de l'époque, Cyprien Ntaryamira. Et les missiles qui ont abattu cet avion le 6 avril 1994, ils ont été tirés par le Front patriotique rwandais, donc le FPR de Paul Kagame, qui est un parti politique qui a été créé en Ouganda. Et c'est un parti qui est extrêmement proche de Yoweri Museveni, qui est donc le président ougandais, et qui est au pouvoir depuis 1986. Paul Kagame, lui, il est au pouvoir au Rwanda depuis 30 ans maintenant, et il est président en particulier du Rwanda depuis 24 ans, depuis mars 2000. Durant ces périodes qui ont suivi l'attentat contre cet avion, des Hutus ont massacré des Tutsis et des Hutus. Des Tutsis ont massacré des Tutsis et des Hutus. Et la majorité des Tutsis qui ont été massacrés durant cette période sont des Tutsis francophones. Ce que beaucoup de gens ne disent pas non plus, c'est que le fondateur des Interahamwe est lui-même un Tutsi. Et ce dont peu de gens parlent aussi, c'est de la question des Hutsis, qui sont pourtant très nombreux et qui sont, comme le nom l'indique, des personnes qui sont nées du fruit de l'union entre un Tutsi et un Hutu. Ce qui a motivé le Front patriotique rwandais, le FPR, et ses alliés voisins africains à accepter d'être les proxys des grandes puissances, ce n'est pas seulement l'appât du gain qui est généré par les minerais congolais, mais c'est aussi l'annexion d'une partie du territoire congolais. Et ce désir de conquête ancestrale, il est ravivé par le colonisateur à l'époque, devenu néocolonisateur maintenant, si vous voulez utiliser ce terme. Et ce sont des colonisateurs qui ont toujours su utiliser des tensions interethniques, partout sur le continent d'ailleurs, pour les transformer en des outils de domination qui sont hyper puissants et dont eux sont les seuls gagnants, évidemment. Parce qu'au final, même les personnes qui sont mises en valeur, qui sont mises comme supérieures aux autres, qui sont proclamées comme supérieures aux autres par ce colon-là, au final, ils n'y gagnent rien du tout. On va y arriver. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Les massacres de 1994 au Rwanda avaient pour objectif le Congo. Ça, c'est vraiment quelque chose dans l'analyse qu'on doit absolument garder dans nos têtes à chaque étape. Parce que c'est une analyse qu'on est en train de faire maintenant, et c'est très important de pouvoir comprendre la situation avant toute chose. Il y a donc eu le génocide des Tutsis, le génocide des Hutus, et ensuite le génocide des Congolais, le génocoste, c'est comme ça qu'on l'appelle, le génocide pour des gains économiques, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Tous les procès et une grande partie des enquêtes autour des massacres qui a lieu jusqu'à aujourd'hui dans la région des Grands Lacs africains, ont toujours été politisés pour servir un narratif qui permet de continuer à déstabiliser la région, dans le but évidemment de toujours mieux piller les minerais congolais. Toujours, c'est ça la finalité, c'est le Congo. Pour expliciter un peu ce que je viens de dire, plusieurs juges, enquêteurs et experts internationaux, en particulier d'ailleurs des Espagnols, des Français, des Canadiens et des Américains, ont été totalement écartés des investigations et des procédures lorsqu'ils mettaient le doigt sur des vérités qui dérangeaient les intérêts des grandes puissances.
Et le procès contre le politologue camerounais Charles Onana, que je salue vraiment avec beaucoup d'émotion, un procès qui vient de se terminer hier, et le verdict doit tomber le 9 décembre. Ce procès contre lui, c'est vraiment une tentative de faire taire la vérité. Il n'y a pas d'autre but, faire taire cette vérité qui dérange. Et cette vérité qui dérange, elle dérange d'abord des compagnies, des multinationales comme Tesla, comme Apple, comme Motorola et toutes ces compagnies qui fabriquent notamment des téléphones. Mais on parle très peu de ce qui est encore plus intéressant pour eux et les milliards que ça peut générer, c'est toutes les compagnies de fabrication d'armement. Et là, je voudrais vraiment qu'on puisse s'arrêter pendant quelques secondes pour matérialiser un petit peu ce que ça signifie. Parce que s'il y avait pénurie de coltan, il faut savoir que pour les États-Unis, ça signifierait une baisse drastique de sa capacité à se défendre et à être la première puissance mondiale. Parce qu'on parle souvent des téléphones portables et d'ailleurs on culpabilise beaucoup les citoyens sur leur consommation de produits qui sont aujourd'hui inévitables. Parce que quand on est un citoyen qui travaille, quand on doit être productif, c'est impossible de se passer d'un téléphone portable pratiquement aujourd'hui. Mais maintenant, on va se pencher plutôt sur ce que le coltan offre à l'industrie de l'armement. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel le citoyen peut avoir une forme de contrôle. Il faut savoir que quand vous prenez cette matière première de coltan, cette matière première, elle va servir pour l'aérospatiale, pour les automobiles, pour l'outillage, pour la machinerie, pour l'énergie, pour le transport, etc. Et donc va servir aux communications, à l'aéronautique, à la défense, à l'électronique. Et quand on se concentre tout particulièrement sur ce domaine de la défense, on va prendre vraiment le cas de l'armée américaine comme client qui a besoin de ce coltan, parce que ça, c'est ça dans les faits ce qui se passe, c'est que l'armée américaine est un client et a besoin de coltan, donc pour sa machinerie d'armement. Il faut vraiment comprendre que la performance de l'armée américaine, elle passe par des produits qui dépendent entièrement de la production de coltan. Les missiles, les fusées, les satellites, les armes de destruction massive, les appareils de communication, les véhicules, les avions, les ordinateurs, évidemment, les plateformes électroniques, les appareils d'entraînement, les équipements militaires, tout ça, ça dépend de la production du coltan. Donc quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'on ne devrait même pas s'arrêter uniquement à ces actions qui sont des actions qui vont finalement appeler à la responsabilité du citoyen quand il fait un achat d'un téléphone. On va beaucoup plus loin, parce que là, on touche vraiment au nerf tout-puissant, la guerre. Cette guerre qui, évidemment, est produite parce que, dans la grande majorité des cas, malgré toute autre chose, on revient toujours à cette histoire d'économie et donc des ressources qui vont permettre de générer des milliards. Et donc, ces compagnies qui, par leur grande puissance financière, possèdent le pouvoir militaire, elles possèdent aussi, du coup, le pouvoir politique. Et moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que la démocratie existe. Et je ne parle pas seulement dans nos pays, je ne parle pas seulement du Congo, je ne parle pas seulement des pays africains. Même en Europe et aux États-Unis ou ailleurs, pour moi, il n'y a pas de démocratie. Et je vais m'expliquer là-dessus. À partir du moment où tous les partis n'ont pas les mêmes moyens pour mener campagne, à partir du moment où tous les partis n'ont pas le même argent, n'ont pas le même temps d'antenne pour exprimer leur programme, pour défendre leur programme pendant les campagnes électorales, pour le nombre d'affiches qui va être placardé, par exemple, on ne peut déjà plus parler de démocratie. C'est quelque chose de tout simple. Puisqu'on est en Europe, je vais vous donner un exemple concret. Je me rappelle pendant la campagne présidentielle en France, quand Philippe Poutou était candidat, on se rappelle tous de Philippe Poutou, il avait été invité sur un plateau de télévision, enfin, et le gars était en train de débiter, mais vraiment à une vitesse incroyable pendant son intervention. Et le chroniqueur lui dit « Mais pourquoi vous allez si vite ?» Le présentateur lui dit « Mais pourquoi vous allez si vite ?» Et le gars explique, il dit « Moi, dans toute cette campagne, jusque-là,
j'ai eu tellement peu de temps d'antenne, de temps de plateau, que je débite plus vite, comme ça j'envoie beaucoup plus d'informations pour que je puisse être un petit peu plus entendue. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui est transposable en Belgique. Même au niveau du débat public, vous pouvez remarquer ça. Donc il y a des candidats et des partis qui ont plus de temps d'antenne que les autres. Forcément, à partir de là, moi, je ne suis pas dans un schéma où je peux considérer qu'on est dans des démocraties. En plus, évidemment, de tout le reste, de tous les dessous des cartes. Je vais donc revenir sur ces fameuses compagnies toutes puissantes, parce que c'est vraiment ça. C'est eux les chefs d'orchestre, c'est elles les chefs d'orchestre. Elles possèdent donc l'argent, elles possèdent le pouvoir militaire, elles possèdent le pouvoir politique, et donc elles ont un très grand contrôle sur le système judiciaire et sur les instances internationales. Et je pense si on est à l'ULB, il doit peut-être y avoir des étudiants en droit. Ceux qui suivent des cours en droit, qui ont déjà suivi des cours en droit, notamment à l'ULB, ils ont déjà dû entendre leurs professeurs, même dans les facultés de sciences sociales, politiques, etc., évoquer cette justice ou ces tribunaux pénaux internationaux qui sont instrumentalisés pour des intérêts. Et dans le cas de la région des Grands Lacs africains, on a vu de façon très concrète comment est-ce que le juge Bruguière ou encore la procureure Carla Del Ponte se sont fait complètement mettre hors jeu des investigations et des procédures. Et là, je les cite que eux deux, mais il y a énormément de cas de personnes qui ont investigué, qui étaient impliquées dans les procédures, qui avaient des hauts postes et qui ont été mis out. Et donc, bien sûr, ces fameuses multinationales et les pouvoirs politiques qu'elles contrôlent ont aussi leurs marionnettes africaines qui sont placées au pouvoir selon des profils tout à fait particuliers. C'est vraiment l'art de la manipulation de masse qui est utilisé ici et du contrôle de la narrative. Et quand je parle du contrôle de la narrative, c'est notamment parce que on sait ce que c'est le soft power. Il y a peut-être peu de gens qui perçoivent ce que c'est dans le concret parce que c'est vraiment quelque chose de très perfide. Mais ce soft power qui a permis à ces puissances politiques, à ces puissances internationales, d'intégrer vraiment tous les secteurs de la vie politique dans nos pays, de la vie civile, de la vie citoyenne, qui contrôlent même la culture, qui contrôlent l'art, qui contrôlent le militantisme. C'est une façon d'intégrer tous les milieux militants de la société civile. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument intégrer les milieux militants de la société civile? Parce que ça leur permet de connaître et de contrôler nos stratégies d'action. Donc de prévenir, par exemple, les coups d'État qui pourraient faire valser leurs petits pantins, des pantins qui servent leurs intérêts. Et c'est comme ça que vous voyez des instituts belges, français, allemands, etc. dans nos pays, toutes ces coopérations, par exemple, avec l'Union européenne et d'autres organisations, évidemment, et qui vont financer des projets, qui vont financer des actions de militants, mais avec des fonds qui doivent être justifiés jusqu'au moindre centime. Et non seulement il faut justifier toutes les actions jusqu'au moindre centime, mais en plus de ça, il faut réaliser obligatoirement des rapports qui vont expliquer comment est-ce qu'on a mobilisé sur le terrain, qui est-ce qui a été mobilisé, combien de personnes ont été mobilisées, quel a été l'impact de la communauté qui a été mobilisée. Et donc vous avez beaucoup de mouvements pro-démocratie qui ont dû subir ça à un moment donné de leur existence. Et moi, je veux vraiment utiliser le terme de subir. Parce qu'il faut comprendre comment naissent les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens qui font un travail de terrain et les militants qui composent ces mouvements citoyens, à la base, ce sont des personnes qui décident de s'engager et pas dans une zone de confort. C'est des personnes qui décident de se lever contre les injustices sociales, contre le non-respect de la Constitution, contre l'impunité, et qui ont décidé de s'organiser dans des mouvements. Si les organisations internationales voulaient vraiment soutenir le combat des militants de façon sincère, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent en imposant un agenda, un contrôle sur ce qui est fait comme action. Et le problème, c'est que, comme la plupart des militants, ils sont issus de milieux vraiment très pauvres, ça crée une forme de dépendance. Et donc, il y a une forme de colonialisme perfide où finalement, tous les militants sont contrôlés. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais parler d'une anecdote. Donc, moi, je suis porte-parole internationale du mouvement
de l'organisation Urgence panafricaniste, présidée par Kémy Séba. Je me rappellerai toujours quand Kémy Séba s'est rendu en RDC, c'était il y a 1 an, et qu'on avait fait une grande réunion avec d'autres militants des mouvements citoyens pro-démocratie, donc qui sont dans une lignée assez différente de la nôtre, mais quand même on fait beaucoup d'activités ensemble, donc c'était important qu'on puisse s'asseoir ensemble. Je me rappellerai toujours quand les militants de ces autres mouvements ont posté des photos avec nous, comment est-ce que les ambassades, les chancelleries leur ont téléphoné en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez poster des photos avec lui, papa ?» En fait, ils se sont dit « Mais voilà, là, on est en train de perdre le contrôle sur ces militants et on est en train de manquer de maîtrise. » Bon, d'ailleurs, c'est grâce à ça que, je dis ça entre guillemets, que nous, aujourd'hui, militants d'urgence panafricaniste, on serait considérés comme des agents russes, mais bon, ça, c'est pas très grave. Je crois que Lumumba aussi était considéré comme un agent russe. Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, ils ont tous subi ces mêmes accusations parce que, évidemment, pour un occidental, forcément, quand un noir, quand une africaine se lève, il y a forcément une main blanche qui doit financer, qui doit contrôler derrière. Et ils ne peuvent évidemment pas concevoir le fait qu'on peut agir par nous-mêmes et qu'on ne va pas laisser un impérialisme pour le remplacer par un autre. Mais ça, c'est une parenthèse pour que vous compreniez un petit peu le niveau de contrôle en fait, qu'ils essayent d'exercer sur ces militants-là. Je reviens donc sur ces multinationales. C'est donc, par ce soft power, c'est vraiment le contrôle de notre narrative. Et aussi donc de nos émotions. Ils ont nos émotions entre leurs mains. Ils ont les émotions de nos frères et de nos sœurs, congolais, rwandais, burkinabés, etc. Parce que même notre histoire, l'histoire du Congo, l'histoire des Congolais, l'histoire des peuples bantous, l'histoire du royaume Congo, c'est à travers leur programme scolaire et leurs livres contenant leur version de l'histoire qu'on est censé les apprendre. Et c'est très grave. Le bilan de tout ça, de tout ce qu'on vient de dire, de cette action de ces multinationales qui sont les chefs d'orchestre du génocide congolais, c'est des milliards dans leur poche, mais c'est surtout, on le sait, on connaît ces chiffres, plus de 10 millions d'âmes congolaises et rwandaises qui sont arrachées à la vie. Ce sont des corps qui sont mutilés par cette arme de guerre qui est puissante, qui est transgénérationnelle, c'est le viol avec extrême violence, et ce sont aujourd'hui, et c'est très important de le dire parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est aujourd'hui des Congolais et des Rwandais avec des troubles mentaux qui sont très profonds, des déplacés internes qui sont toujours plus nombreux. Ce sont des Rwandais qui pensent défendre leur cause avec les mensonges qui construisent aujourd'hui leurs pensées, avec des faits en fait qu'on ne leur a jamais révélés et auxquels d'ailleurs ils sont méthodiquement programmés pour être totalement imperméables à ces faits-là. Quand je vois certains commentaires de Rwandais sous mes publications, je prends vraiment la mesure de voir à quel point certaines personnes ne peuvent pas se dire « Tiens, là, je me suis trompée ». On m'a expliqué ça depuis autant d'années, on m'a présenté le génocide, les génocides de 94 comme s'étant passés comme ceci, mais c'est des gens qui ne peuvent pas, on va dire, se reprogrammer, remettre en question, finalement, ce qu'ils ont toujours appris, parce que c'est ce qui constitue aujourd'hui leur identité. Sauf que c'est une identité qui est basée sur une narrative totalement tronquée, sur des mensonges. Et ce qui est important ici, c'est de se dire que dans tout ça, c'est l'Africain qui, encore une fois, sort perdant. Parce que chaque année de plus où on avance, il y a de plus en plus d'acteurs, c'est-à-dire que la situation devient de plus en plus complexe et ça cristallise aussi toute la haine et la frustration qui est perçue évidemment comme légitime pour beaucoup d'entre nous. Et c'est effectivement légitime si on s'arrête à un certain niveau d'analyse. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que autant de personnes peuvent accepter que les instruments de ces crasses de colons, comment est-ce que nous, Africains, on n'est pas capable de discerner à quel moment on est utilisé pour les intérêts des autres, pour les intérêts de ces autres puissances qui n'ont rien d'africain. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que Paul Kagame gagne aujourd'hui? Paul Kagame, il gagne quoi? Une forme de répit imaginaire, un peu sur le modèle des sionistes aujourd'hui en terre palestinienne occupée.
Mais pendant combien de temps est-ce qu'il va faire croire aux Rwandais qui vivent dans une cocotte minute au Rwanda que la réconciliation a fonctionné, pendant que, en réalité, dans les faits, il y a une frustration qui est enfermée dans un tiroir, et qu'il n'y a qu'un petit bouillonnement qui est attendu pour que ça puisse exploser à nouveau. Et évidemment, si ça explose à nouveau, c'est pour le plus grand bonheur des oppresseurs et pour notre plus grand malheur à tous, Africains. Parce que quand un Africain meurt quelque part, quand un Africain meurt massacré dans ces conditions, qu'il soit Mukongo, qu'il soit Mongala, qu'il soit Luba, qu'il soit Twa, qu'il soit Akan, qu'il soit Igbo, qu'il soit Tutsi, qu'il soit Nande, qu'il soit Peul, qu'il soit Hutu, qu'il soit Chi, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Nkosa, ou d'une quelconque autre ethnie, c'est l'Afrique qui meurt à petit feu. Et c'est là où vous voyez l'importance aussi de ce combat panafricaniste. C'est de cette façon-là qu'on doit vraiment considérer le combat qu'on est en train de mener. Alors, je vais revenir, avant de passer aux solutions, sur le leitmotiv principal qui permet aujourd'hui au régime de Kigali de justifier sa présence sur le sol congolais. Leur leitmotiv principal, c'est les FDLR, qui sont présentés comme la plus grande menace pour le Rwanda et pour la population rwandaise. Alors je voudrais poser la question, et je crois qu'on doit tous se poser cette question-là, ces questions-là. Combien sont actuellement les FDLR au Congo? Sont-ils si nombreux et si introuvables dans les forêts congolaises que même l'arsenal militaire rwandais, qui, on le rappelle, est financé à coût de millions de dollars par la France, par les États-Unis, et qui est présenté comme ayant des moyens d'ailleurs qui dépassent ceux des troupes des Nations Unies, on se rappelle des déclarations de Guterres, est-ce qu'ils sont si nombreux et si introuvables que les forces rwandaises, l'armée rwandaise, ne pourrait pas les neutraliser? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils sont exactement? Est-ce que les drones et les hélicoptères ne peuvent pas les identifier? Et quel âge ont ces gens-là, ces FDLR? Parce que ça commence à faire un petit temps qu'ils sont dans les forêts. Qui les finance? Quelle est leur puissance de frappe aujourd'hui? Qui sont leurs leaders et quel est le passé de ces leaders-là en question? Moi, je pense qu'avant de laisser les gens, d'autoriser les gens, de laisser les gens écrire cet argument-là des FDLR, avant de valider cet argument, il faut d'abord se poser toutes ces questions-là. Et je vous dis que la plupart des gens ne pourront pas y répondre. Parce que s'ils y répondent, ça annule directement la validité de cet argument-là des FDLR. Et donc, ce qui est dramatique, c'est que toutes ces victimes, tous ces traumatisés, aujourd'hui, entrent dans une position de guerre narrative. Ce n'est pas ça notre objectif. Maintenant, par rapport, parce que bon, l'idée de mes propos aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'exposer le contexte historique, d'expliquer les faits tels que moi je les ai analysés depuis toutes ces années, et également dans mon combat militant de terrain chez nous au Congo. Même si j'ai commencé donc à poser ce contexte, l'idée ici c'est plutôt de parler des solutions. Et j'en ai plus pour vraiment très longtemps. Ces solutions, elles doivent évidemment être très très ambitieuses, parce qu'elles ne pourront jamais être mises en œuvre, si les individus ne comprennent pas l'importance cruciale de maîtriser les enjeux. Et ça c'est valable jusqu'à la moindre agricultrice qui se trouve dans un village reculé au sud Kivu. C'est vraiment crucial pour nous tous, pour nous Congolais, pour les Rwandais, pour les Ougandais, pour les Angolais, pour les Kenyans, pour les Burundais, de comprendre qui nous sommes nous en tant qu'individus dans toute cette crise. Quelle est notre place dans l'histoire qui secoue les Grands Lacs? C'est important qu'on puisse comprendre l'histoire et ensuite qu'on puisse se mobiliser. Mais de se mobiliser en étant conscient de la situation, parce que sinon on ne pourra pas aller au bout de ce processus sans qu'il ne soit avorté
par un manque de conviction. Parce que quand vous ne comprenez pas pourquoi vous vous levez, si par exemple vous vous levez avec une petite étincelle parce que, tiens, le coût de la vie a augmenté, tiens, il y a eu un assassinat, un massacre dans un village, il y a de nouveau 300, 400, 500 personnes. Si vous vous levez juste pour ça, sans comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à ce massacre, qui sont les véritables acteurs, tout ce qui se passe dans la complexité, vous allez voir que toute cette révolte extrêmement nécessaire va s'aplatir et va disparaître. Donc sans individu conscient des raisons pour lesquelles on doit se battre, ça va être très compliqué que le Congo continue à exister. Ça, c'est vraiment crucial de le comprendre. Ensuite, je crois vraiment fermement que l'une des premières étapes en termes de solution, c'est d'abord qu'on soit conscient de notre état mental en tant qu'individu, en tant que nous, en tant que Congolais, mais aussi en tant qu'individu, en tant que Congolais, appartenant à une communauté, appartenant à un pays, appartenant à un peuple. Il faut qu'on puisse comprendre que cet état dans lequel nous sommes impacte notre capacité à résister, notre capacité à réfléchir, notre capacité à agir. Ça impacte notre capacité à faire preuve aussi d'intégrité, parce que ça impacte nos raisonnements et notre façon de gérer nos émotions. Et pourquoi je crois que c'est vraiment primordial de parler de cet état mental? Parce que tous ces traumas qui sont accumulés dans nos gènes, dans notre ADN, par les réalités de la colonisation, par l'esclavagisme, par le droit de cuissage, vous savez ce que c'est que le droit de cuissage, par cette séparation forcée avec nos bébés pendant des centaines d'années où on a interdit notamment aux mères d'allaiter leurs enfants parce qu'elles devaient travailler pour le bien-être de la colonie. Tous ces massacres, tous ces génocides de nos populations, des mutilations, de la maltraitance physique, psychologique, toutes ces humiliations et cette déshumanisation, parce que tout d'un coup, avec ce colon, vous deveniez un être sans valeur, vous étiez considéré comme un hirsute qu'on peut finalement traiter comme on veut. Et donc tous ces traumatismes, ce sont des blessures qui sont ancrées dans notre ADN et qui, si elles ne sont pas soignées, et c'est le cas jusqu'à présent en tout cas, se transmettent de génération en génération. Et les conséquences de ces traumas-là, on les voit dans nos comportements, dans nos réactions, dans notre relationnel, mais c'est aussi inscrit dans notre ADN. Tous ces secrets, je vais dire traumatiques, puisque quand vous vivez quelque chose, que vous le mettez en vous, que vous le taisez, ça devient un secret, c'est absorbé, et on le garde, et les parents, la maman, le papa, vont transmettre ça à leur enfant. Donc tant qu'on garde ce traumatisme et qu'on ne le soigne pas, en fait, on va perpétuer un cycle traumatique qu'on va donc transmettre à notre enfant. Mais cette empreinte traumatique, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas immuable. Ça veut dire que si on considère que ce combat qu'on est en train de mener, il faudra plusieurs générations pour pouvoir aller au bout. Il faudra plusieurs générations pour obtenir la paix. Ça veut dire que cette paix durable-là, cette vraie paix, ce sera le fruit d'un travail de résistance sur plusieurs générations et ayant plusieurs facettes. Et ça veut dire que ce combat qui a commencé hier, notamment avec des grands héros comme des Lumumba, etc., même Mama Kimpavita, parce que le problème aussi, c'est que nous sommes en manque de modèles. On ne connaît plus, parce qu'ils ont été complètement annihilés de l'histoire, pour des raisons très claires. C'est qu'on ne puisse plus se dire, tiens, nous, Congolais, on peut avoir telle figure qui est héroïque, qui est résistante, et donc on peut commencer à se battre. La plupart des résistants, il y en a énormément qui ont été complètement annihilés de l'histoire. Vous ne savez même pas qu'ils ont pu exister. Et donc, ce combat qui a commencé par eux doit se continuer aujourd'hui avec une grande ferveur, parce que sinon on va léguer tout le combat à ceux qui nous suivent derrière, et ils vont devoir quelque part recommencer le travail. Lorsqu'on perd sa capacité à se battre pour sa survie, je peux vous dire, parce que c'est notre cas aujourd'hui, la majorité du peuple congolais a perdu sa capacité à se battre pour sa survie. Et ça veut dire qu'on a atteint un niveau de colonisation mentale, d'abdication qui est vraiment très élevé. Je pense que commencer par comprendre, par prendre conscience de ce blocage qui cause les traumas sur notre capacité à agir correctement, ça fait aussi partie du combat et donc des solutions pour aller vers la paix. Ensuite, je voudrais parler
du fait qu'on ne doit pas perdre de vue que il faut qu'on intègre le fait que ce combat, ce n'est pas un combat entre Africains, c'est un combat contre un système. Ce n'est pas un combat contre un homme politique, un chef d'État, non. C'est un combat contre un système de domination. Et j'imagine que tout le monde est conscient de ça. Tout le monde en est conscient, tout le monde peut bien l'entendre, mais dans les faits, on a quand même beaucoup de militants, beaucoup de citoyens, beaucoup de combattants qui se laissent facilement avoir par la dimension ethnique et qui donc tombent dans le piège du colon. Et je dis bien colon parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance. Ce sont des indépendances de façade. Donc même si aujourd'hui ça prend une autre forme, ça reste de la colonisation. Partout, c'est de la colonisation. C'est de la colonisation chez nous en Afrique, mais aussi sur les territoires qui subissent le joug colonial. D'ailleurs, profitons de cette conférence, puisque c'est un sujet d'actualité. Je pense qu'il faut aussi qu'on envoie énormément de force à des peuples qui peuvent être demain des partenaires cruciaux dans notre résistance à nous. Tous les résistants martiniquais aujourd'hui, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, qui sont en train de se faire réprimer dans le sang par la police de l'État colonial français, et avec une population dont les non-lobotomisés, bien sûr les plus éveillés, ne cessent de réclamer et de s'organiser pour l'indépendance de ces territoires, des territoires qui subissent aussi ce système scandaleux de domination. Donc j'envoie quand même de la force. On ne sait jamais que ça puisse être diffusé aux Martiniquais, aux Kanaks, aux Guadeloupéens, aux Guyanais, aux Réunionnais, aux Mahorais, parce que toutes ces personnes-là sont des descendants des Africains. Et c'est très important qu'on puisse vraiment concevoir cette lutte comme une lutte des peuples africains dans leur globalité. Donc cette dimension ethnique, elle n'a pas la place, elle n'a pas sa place dans l'esprit des forts. C'est très important qu'on se mette ça. Cette dimension ethnique-là, elle n'a de la place que dans l'esprit des faibles. C'est avec ça qu'on nous manipule. Combien de Rwandais, Hutus comme Tutsis, sont donc avec nous dans ce système de résistance, dans cette résistance, et qui permet à Paul Kagame, à Yoweri Museveni ou encore à William Ruto aujourd'hui de continuer avec leurs mensonges. Ils sont nombreux, ces Hutus et ces Tutsis. Ils sont très nombreux à nous soutenir parce qu'ils comprennent que c'est aussi leur résistance à eux. Et cette manipulation finalement médiatique, ce même procédé qui est toujours utilisé par les manipulateurs de masse et qui consiste à faire croire qu'en fait il y aurait un acharnement sur certaines ethnies en RDC pour ensuite utiliser cet argument comme une forme de pornographie émotionnelle pour fustiger notre combat, c'est en fait pour nous détourner de la réalité des faits, pour nous détourner de l'histoire, et c'est très dangereux. On ne peut pas perdre notre capacité à nous émouvoir des injustices que vivent les autres peuples, parce que sinon, on n'est plus rien. On n'est pas des humains, on n'est rien du tout. Et donc, pour combattre ce système, il faut arrêter de penser à des collaborations avec des pays qui tirent les plus grands intérêts de ce génocide congolais. C'est donc pas la Belgique, c'est pas la France, c'est pas le Canada, c'est pas les USA qui vont être les alliés et se tirer une balle dans le pied en réalité. Vous voyez ? Ce ne sont pas des autres peuples que le peuple congolais, au Congo tout particulièrement, sur le terrain, qui vont permettre à notre pays de se libérer. Personne d'autre que nous-mêmes. C'est avec cette idéologie-là qu'on doit partir dans ce combat. On doit collaborer avec les autres, mais si on doit collaborer avec les autres, c'est avec d'autres Africains, avec d'autres nations africaines qui doivent aussi comprendre que, comme le disait la personne qui parlait avant moi, le Congo n'ira pas. Tant que le Congo n'ira pas, rien ne pourra aller pour personne sur le continent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous intégrer. Et donc, on n'a rien à attendre de cette très mal nommée communauté internationale. Il ne faut rien attendre de ces résolutions des Nations Unies qui n'ont fourni aucun résultat sur le terrain. Il y a des textes, mais dans les faits, il n'y a rien qui change. On ne doit rien attendre de ces puissances, parce que si elles décidaient demain que le génocide des Congolais s'arrête, je vous dis qu'en quelques jours, ça va s'arrêter. Je vais terminer ici. Il faut des armes. Il faut des armes. Parce que pour faire un combat, il faut le faire à armes égales. Et il faut être extrêmement stratégique. On a les capacités d'innovation stratégique et intellectuelle de mener ce combat, parce que c'est un combat pour la survie et il faut absolument le mener. Et je dis bien que c'est un combat parce que
Pour clôturer, qui veut la paix doit vraiment préparer la guerre. Voilà, je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. Le changement commence ici.